Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de cette séquence consacrée à métropole et colonie. Après avoir présenté l'introduction l'autre jour et le début du grand 1A, vous aviez à faire pour aujourd'hui une activité à partir de deux documents qui sont deux discours d'hommes politiques importants au XIXe siècle, Jules Ferry et Georges Clemenceau. Discours d'autant plus important qu'il fonde le débat qu'il y a à l'époque, notamment en 1885, à la Chambre des députés, entre les hommes politiques favorables à une politique de colonisation et les hommes politiques opposés à celle-ci. Donc on va corriger le tableau et poursuivre le cours. Premier élément du tableau qu'il y avait à noter, l'appartenance politique ou le parti politique, c'est-à-dire à quelle grande famille politique appartiennent Jules Ferry et Georges Clemenceau. Jules Ferry, je l'avais dit en cours, est un républicain modéré, on pourrait le considérer aujourd'hui comme un centriste, un homme politique du centre, tandis que Georges Clemenceau est un radical, c'est-à-dire un homme de gauche. Jules Ferry, vous l'avez tous compris, j'imagine, en lisant son texte, son discours est favorable à une politique coloniale, tandis que Georges Clemenceau est opposé à celle-ci. Les arguments ensuite. Alors on va reprendre élément par élément le discours de Jules Ferry. En fait, vous aviez un certain nombre d'éléments, 3 pour être précis, qui apparaissent au fil de son discours, et c'était d'autant plus facile de les repérer qu'ils se succèdent les uns aux autres. Donc je lis la première partie avec vous, et je synthétise pour faire le premier argument juste après. Oui, ce qui manque à notre grande industrie, ce sont les débouchés. Pourquoi? Parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières, parce qu'au-delà de l'océan, les États-Unis d'Amérique sont devenus protectionnistes, parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se ferment, mais se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels. Donc là, vous avez déjà, dans ces quelques lignes, un premier argument qu'on pourrait qualifier d'argument économique, et qui est en fait le fait pour la France d'avoir des marchés de consommation, des débouchés si vous préférez, pour vendre les marchandises produites en France, donc pour exporter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, comme toute l'Europe à ce moment-là, connaît un phénomène qu'on étudiera dans la séquence prochaine, dans le chapitre suivant, qui est l'industrialisation. C'est-à-dire le fait que l'on voit apparaître des usines un peu partout, et ces usines produisent, pour la première fois de l'histoire, des biens en masse. Jusque-là, on produisait par l'artisanat, donc quelques objets par jour. Les usines permettent de produire en bien plus grand nombre. Le problème, c'est que certes, on produit en masse, mais il faut aussi que derrière, il y ait des clients pour acheter ces biens. Or, à ce moment-là, l'Europe et l'Amérique sont touchées par une crise économique majeure. Lors de cette crise, la réaction de la plupart des pays, notamment des États-Unis et de l'Allemagne dont parle Jules Ferry, c'est le protectionnisme, c'est-à-dire le fait d'établir des frontières économiques à la limite de ces pays et d'augmenter les taxes douanières, c'est-à-dire que dès lors que vous souhaitiez vendre des produits français aux États-Unis ou en Allemagne, vous deviez payer des douanes très importantes, ce qui fait que l'on a une baisse des échanges commerciaux. Donc en fait, la France à ce moment-là, mais c'est le cas pour les autres pays, vont chercher à trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés de consommation pour vendre tous ces produits qu'ils produisent en masse, mais qu'ils n'arrivent pas à échanger, à écouler jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'ils vont se lancer dans la conquête de colonies, puisque les colonies vont devenir des marchés de consommation de ces produits. C'est d'autant plus important que les colonies à l'époque ne peuvent commercer, ne peuvent échanger qu'avec leur métropole. Je vous rappelle que la métropole, c'est la puissance, le pays qui administre, qui gouverne, qui exploite la colonie. Donc par exemple, l'Algérie, qui fait partie des colonies à l'époque françaises, ne peut échanger, ne peut commercer qu'avec la France. Donc premier argument à noter, argument économique, avoir des marchés de consommation pour vendre les marchandises produites en France, c'est-à-dire exportées. La France connaît alors une industrialisation importante, donc il faut trouver des débouchés pour vendre ces biens produits en masse. Or, l'Europe et l'Amérique sont, et non pas est, en crise dans les années
1890, certains pays ferment leurs frontières, ce qui entraîne une baisse des échanges commerciaux. La France recherche donc de nouveaux marchés de consommation. Les colonies ne peuvent commercer qu'avec leur métropole. Deuxième argument, économique toujours, mais qui n'est pas dans le texte. Toutefois, je l'ajoute dans ce tableau parce que vous pouvez très bien tomber sur un document qui en parle. Donc, on a vu un échange économique dans un sens, qui va de la métropole vers les colonies. Mais vous avez également un autre échange que veulent mettre en place les puissances à l'époque et que veut mettre en place la France, c'est le fait de rechercher aussi des matières premières pour toujours l'industrie française, hein, ça peut être du cuivre, du caoutchouc, du coton, et de terres à cultiver. Donc l'idée, c'est d'importer en métropole des richesses, des matières premières venant des colonies. Donc deuxième argument, toujours économique. Mettez sur pause pour bien avoir le temps de prendre en note la correction. Deuxième argument, deuxième famille d'arguments, je reprends le texte. Messieurs, il y a un second point, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il faut ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc là, on a un second argument développé par Jules Ferry, qui est un argument idéologique, un argument culturel. On l'a déjà vu lorsqu'on a travaillé sur l'affaire Dreyfus, l'Europe est marquée à cette époque-là par l'idée selon laquelle le monde, l'humanité, ne serait pas égale, mais qu'il y aurait des divisions dans cette humanité, des races. Des races qui seraient inégales entre elles, et donc on définirait des races supérieures et des races inférieures. Donc ça nous donne ici un argument culturel, le fait de civiliser les populations de ces territoires. Les Européens sont persuadés à l'époque qu'ils sont une race supérieure, donc ils sont plus civilisés, si vous voulez, et qu'ils ont en conséquence une mission à accomplir, celle de civiliser les primitifs, de leur apporter les bienfaits de la civilisation. Alors ce qu'il faut noter là, c'est que l'on a ici une vision qui est une vision qu'on appelle européocentriste, c'est-à-dire une vision selon laquelle les Européens se considèrent comme le centre du monde, comme à la tête des races, et considèrent donc tous les autres pays, tous les autres espaces, tous les autres continents, toutes les autres populations comme étant inférieures à elles. Donc ça, c'est le troisième argument. Enfin, dernier argument, qui est en fait quasiment la moitié de son discours, ou du moins de l'extrait du discours que vous avez ici. Je lis. À l'heure qu'il est, vous savez qu'un navire de guerre ne peut pas porter, si parfaite que soit son organisation, plus de 14 jours de charbon. D'où la nécessité d'avoir sur les mers des rades d'approvisionnement, des abris, des ports de défense et de ravitaillement. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique et vers l'Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer. Et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième ou au quatrième. Ce dernier argument, on pourrait le qualifier d'argument stratégique, voire même d'argument géopolitique. Là, on voit bien qu'il ne s'agit plus pour la France simplement de s'enrichir, mais de devenir, ou de rester en tout cas, une grande puissance dans le monde. On a en fait deux sous-arguments dans ce paragraphe. Le premier, c'est qu'il est nécessaire pour la France d'avoir ce qu'il appelle des rades d'approvisionnement, c'est-à-dire des ports où les bateaux de guerre, les navires de guerre pourront s'arrêter et faire le chargement de charbon. Je vous rappelle qu'à l'époque, on a une marine qui n'est plus une marine à voile, mais une marine à charbon, qui fonctionne uniquement, une marine à vapeur, qui fonctionne uniquement grâce au charbon. Donc ce besoin en rade d'approvisionnement, des abris toujours pour les navires, et des ports de défense et de ravitaillement. Ensuite, le deuxième sous-argument, c'est le fait finalement de faire face à la concurrence des autres pays européens qui, comme la France à ce moment-là, se lancent dans la colonisation,
Ce que dit Ferry, si on traduit ces mots, c'est que soit la France ne part pas dans l'expansion coloniale, ne part pas dans la conquête coloniale, et dans ce cas-là risque de descendre du premier rang des puissances au troisième ou au quatrième, ou bien elle se lance dans cette compétition et elle garde sa place. Donc on en arrive au dernier argument, argument géopolitique, rechercher des positions stratégiques, donc des ports pour les navires de guerre, être en mesure d'intervenir partout dans le monde et augmenter le nombre de soldats. Même si ce n'est pas dit par le texte, les empires coloniaux, l'empire colonial doit apporter des soldats à la France en cas de guerre. Et dernier argument, faire face aux autres puissances européennes. La France veut donc rester une grande puissance, car depuis la défaite de 1870, elle a perdu de son prestige. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1870 et jusqu'à encore aujourd'hui, la France est marquée par cette idée selon laquelle elle perd de sa puissance, elle n'est plus la grande puissance mondiale qu'elle était par le passé. Les Français ont conscience que la défaite de 1870 a entaché en quelque sorte le prestige de la France, et il faut tout faire pour essayer de retrouver de ce prestige, de cette puissance. Et pour Jules Ferry, comme pour les républicains modérés de l'époque, l'expansion coloniale, ça peut être un bon moyen. Donc voilà, on a fait le point sur les différents arguments favorables à la colonisation. On en vient à présent au texte numéro 2, au document numéro 2, le texte, le discours, cette fois-ci, de Georges Clemenceau. Alors, on commence à le lire. Là aussi, un discours qui est extrêmement bien organisé, puisqu'on a, point par point, ces différents arguments. Ici, on a 5 arguments différents. Je lis avec vous. Au point de vue économique, la question est très simple. Lors, donc, pour vous créer des débouchés, vous allez guerroyer au bout du monde. Lorsque vous dépensez des centaines de millions, lorsque vous faites tuer des milliers de Français pour ce résultat, vous allez directement contre votre but. Autant d'hommes tués, autant de millions dépensés, autant de charges nouvelles pour le travail, autant de débouchés qui se ferment. Donc ici, dans ce premier paragraphe, on a 2 arguments qui émergent. Premier argument, un argument financier ou économique. Pour Clemenceau, la conquête est trop coûteuse en argent. N'oublions pas que d'après Jules Ferry, la conquête doit rapporter. Grâce aux débouchés, doit rapporter de l'argent. Or, pour Clemenceau, au contraire, elle serait beaucoup trop coûteuse. Et finalement, il n'y aurait pas de bénéfice. Deuxième argument, toujours dans ce premier paragraphe, un argument humain. Pour Clemenceau, la conquête serait coûteuse en vie humaine. Il va même plus loin puisqu'il dit, à la fin, autant d'hommes tués, autant de millions dépensés, autant de charges nouvelles pour le travail. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tous ces hommes qui vont mourir dans la conquête coloniale seront des ouvriers en moins, seront des employés en moins, et donc la France, forcément, aura plus de difficultés à faire marcher ses usines. Et autant de débouchés qui se ferment, l'idée est la même. Si on perd des soldats, des citoyens français, on perd forcément des bouches à nourrir et donc des personnes qui vont consommer en France. Deuxième type d'argument, je lis avec vous, race supérieure. Race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Donc là, on a un deuxième argument qui est un argument, comme chez Ferry, qu'on pourrait appeler de culturel ou de idéologique. Il s'agit de démontrer l'idée selon laquelle il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, il n'y a pas de hiérarchie des races, contrairement à ce que dit Ferry. Pour Clemenceau, c'est totalement faux, et pour cela, il s'appuie sur le fait que les Allemands eux-mêmes se disent d'une race supérieure par rapport aux Français. Alors quand il fait référence à ça, il fait référence en fait à la guerre de 1870, où plusieurs Allemands ont prédit une victoire militaire allemande, prussienne, sur la France, en se basant sur le fait que de toute façon les Allemands sont d'une race supérieure. Donc là, il essaye de raviver un peu le nationalisme, le patriotisme français en disant ça. Donc, troisième argument
Argument idéologique ou culturel, absence de hiérarchie entre les races humaines. On continue. Mais nous dirons, nous, que lorsqu'une nation a éprouvé de graves, très graves revers en Europe, lorsque sa frontière a été entamée, il convient peut-être, avant de la lancer dans des conquêtes lointaines, de bien s'assurer qu'on a le pied solide chez soi et que le sol national ne tremble pas. Alors, ce qu'il faut comprendre à l'époque, ce qui paraît extrêmement clair à ceux qui l'écoutaient à l'époque, c'est qu'il fait référence, bien évidemment, toujours à cette guerre de 1870, à la défaite française, qui traumatise la France encore à ce moment-là. Pour lui, grosso modo, pour Clémenceau, il s'agit de dire que la France ferait bien mieux de préparer la revanche contre l'Allemagne, de préparer une future guerre contre l'Allemagne, et donc de garder ses soldats sur son territoire, plutôt que de se lancer dans la conquête coloniale, et donc d'envoyer son armée, de la disséminer un peu partout dans le monde. Donc, argument cette fois-ci militaire, la France s'affaiblit en envoyant son armée au loin lorsque la menace vient de l'Allemagne et qu'il faut préparer la reconquête de l'Alsace et de la Moselle. Alsace et Moselle, auquel il fait référence lorsqu'il dit « lorsque sa frontière a été entamée ». Rappelez-vous, en 1870, défaite française, 1871, le traité impose à la France la perte de l'Alsace et de la Moselle. Donc une persistance, à la fin de cet argument, persistance du sentiment de revanche lié à la défaite de 1870. Il y a enfin un dernier argument qui vient à la fin de son discours, je lis avec vous. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Cet argument, qu'on pourrait qualifier de nouveau d'argument humain, c'est un argument selon lequel, pour Clémenceau, l'argument humanitaire dont on parlait tout à l'heure pour Jules Ferry, c'est-à-dire le fait de civiliser, d'apporter la civilisation, d'être le sauveur, le bienfaiteur de ces peuples, c'est qu'un prétexte. Et au fond, c'est là toute la vérité, ce n'est qu'un prétexte pour exploiter les populations. Pour, alors, pas rétablir l'esclavage, puisque je vous rappelle que depuis 1848 et la Deuxième République, l'esclavage est interdit, mais en tout cas pour exploiter cette population et les ressources de ces territoires. Je ne développe pas plus sur ce côté-là, puisque dans le Grand 2, on verra justement comment la France va exploiter les territoires coloniaux. Donc voilà, on a fait le point, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous quant aux arguments de Jules Ferry et ceux de Georges Clémenceau, d'autant plus que je peux déjà vous dire qu'à la fin de cette séquence, je vous donnerai un DM portant sur ces deux textes. Donc il est très important que ces deux textes soient clairs, car je suis certain qu'ils seront dans la BNS. Alors, hormis ce débat, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque, en fait, la vie politique est divisée en deux camps. Le camp des colonialistes, ceux qui veulent la conquête coloniale, et ceux qui y sont opposés. Dans ces deux camps, vous pouvez noter, donc deux camps s'opposent au Parlement. On a d'abord les députés colonialistes, composés surtout de républicains modérés. Pour rappel, les républicains modérés sont ceux qui se situent au centre de la vie politique à l'époque. Et face à eux, on a les députés anticolonialistes, qui sont issus des rangs des conservateurs, donc les monarchistes notamment, des radicaux et des socialistes. Donc au contraire, là, on a tout le reste des familles politiques, des partis politiques de l'époque, qui s'opposent à la colonisation, en tout cas dans un premier temps. Et cette opposition, elle est tellement forte qu'elle parvient à renverser le gouvernement de Jules Ferry en 1885 pour cette raison. Donc le débat dont on parlait tout à l'heure avec les deux discours, celui qui a finalement réussi à gagner, c'est Clémenceau, puisque le gouvernement de Jules Ferry a été renversé par la Chambre des députés. Toutefois, et ça notez-le, dès les années 1890, les conservateurs, les nationalistes et les radicaux vont soutenir la politique coloniale. Donc en fait, quasiment toutes les familles politiques vont soutenir la colonisation, hormis une, les socialistes, qui resteront dans l'opposition à celle-ci.
Donc ça, c'est uniquement vis-à-vis des hommes politiques. Maintenant, venons-en à un parti, ce qu'on appelle un parti colonial. On se rend compte que finalement, les hommes politiques sont assez peu nombreux à soutenir la cause coloniale. Si la France développe une politique coloniale à partir des années 1880, c'est à cause de la présence de ce qu'on appelle d'un parti colonial, c'est-à-dire un groupe de pression, on parlerait de lobby aujourd'hui, comme un peu le lobby qui est très influent aux États-Unis pour le maintien de la circulation des armes, pour le port d'armes. On avait un peu la même chose à l'époque en France, mais pour la colonisation. Et ce lobby, ce groupe de pression, influence les décisions et les votes du Parlement. À l'intérieur de ce groupe, on retrouve des hommes politiques, des milieux d'affaires, notamment des banquiers, des bourgeois, des militaires, l'Église, et ils sont extrêmement influents. Troisième acteur de cette colonisation, donc après les hommes politiques, après le parti colonial, c'est l'opinion publique, c'est les Français en eux-mêmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Français n'en ont pas grand-chose à faire de cette colonisation, ça ne les intéresse pas. Ils sont plutôt indifférents. Donc l'État, les républicains, vont mettre en place un certain nombre d'éléments de propagande, on pourrait dire, pour essayer d'attirer un certain intérêt de la part des citoyens. On retrouve cela dans la presse de l'époque. Vous avez ce premier document qui est la une du Petit Journal, qui date du 19 novembre 1911, où l'on voit apparaître une nouvelle fois Marianne, allégorie de la République, cette Marianne qui tient une corne en or, qui symbolise la corne d'abondance, et de cette corne découlent des pièces qui vont tomber aux mains du peuple que vous avez juste ici. Donc en fait, il faut identifier ici une population marocaine, puisqu'à l'époque, la France est en pleine conquête du Maroc. Donc l'idée, c'est de montrer que la France, la République française, apporte des richesses à ce peuple qui, quand on le regarde, a l'air assez pauvre, a l'air assez maigre. Donc finalement, la France ne peut qu'être le grand sauveur de ce peuple. On voit également que la France apporte la lecture, des livres, l'instruction, l'éducation à ce peuple. Et enfin, des progrès au niveau de l'agriculture, notamment avec la machine que vous avez juste ici. Deuxième exemple, cette fois-ci, ce n'est pas une une de journal, il s'agit en fait d'une couverture d'un cahier d'écolier. Donc en fait, la propagande coloniale, elle s'applique dès le plus jeune âge à l'école. Là, on retrouve un peu cette idée de l'arrivée de la France, donc Marianne, qui est la porte-parole, le porte-drapeau de trois grandes valeurs, le progrès, la civilisation et le commerce. C'est ce que promet la France aux colonies à l'époque. Et remarquez cette branche qu'elle tient dans la main, symbole de paix, une branche d'olivier, symbole de paix, pour montrer que la conquête se fait en toute paix, ce qui est totalement faux, puisque la conquête se fait par la guerre à l'époque. On voit ici un ensemble de personnages qui symbolisent en fait l'ensemble de l'empire colonial français de l'époque. On a ici une personne qui nous vient d'Inde, donc la France à l'époque possède quelques comptoirs en Inde. Vous avez un asiatique ici qui symbolise l'Indochine, un homme noir ici qui symbolise l'Afrique noire, donc l'Afrique plutôt de l'Ouest et l'Afrique centrale, et un homme ici qui symbolise le Maghreb, plus particulièrement l'Algérie. Enfin, troisième élément, on a aussi la mise en place à l'époque d'exhibitions coloniales. Alors quand je dis exhibition coloniale, il faut imaginer que se créent en France métropolitaine des zoos humains où on ramène des personnes venant des colonies, on reconstitue leur village et on les pousse à reconstituer leur vie quotidienne. Alors ce sont des personnes qui sont mises dans des enclos avec des grilles, donc qui sont considérés comme des animaux. Et la sortie du dimanche à Paris pouvait être d'aller voir ces exhibitions coloniales. Le but, c'était quoi? C'était pour les autorités de montrer à quel point les populations africaines, asiatiques étaient sauvages, étaient précaires, étaient barbares, et que la France avait donc le devoir, bien évidemment, de leur apporter la civilisation. Enfin, dernier exemple qui fait écho avec un film sorti il y a quelques années, c'est le clown chocolat. De son vrai nom, Raphaël. C'est un artiste noir qui est né
esclave à la fin des années 1860 à Cuba. Arrivé en Europe vers l'âge de 10 ans, il intègre le monde du spectacle dans les années 1880. En 1895, il s'associe avec un autre clown, qui est un clown blanc britannique du nom de George Footit. Ils organisent à eux deux des spectacles comiques un peu partout en Europe, où le scénario est tout le temps le même. Le clown blanc est autoritaire, martyrise le clown noir, qui lui devient son souffre-douleur. Le but est bien évidemment d'amuser, de faire rire le public. Sauf qu'en fait, derrière ces spectacles, ce qui se joue, c'est le stéréotype du noir, du colonisé de l'époque, qu'on présente comme peu civilisé, un peu niais, qu'il faut absolument civiliser, et presque heureux de souffrir. Concernant ce clown chocolat, en 1917, il finira par mourir dans l'anonymat et la misère la plus totale. Donc si on le connaît aujourd'hui, c'est notamment grâce à un livre rédigé par un historien, Gérard Noiriel, mais aussi grâce à un film sorti en 2016 avec Omar Sy. Je reviens un instant sur la caricature que vous aviez juste auparavant, réalisée par Henri de Toulouse-Lautrec, qui en fait montre bien le scénario de spectacle qui était fait à l'époque, avec d'un côté ici Footit, le clown blanc, et de l'autre Chocolat, juste à droite. Alors vous notez de tout ça en guise de trace écrite pour finir ce point A, que l'opinion publique française est totalement indifférente face à la politique coloniale qui ne l'intéresse pas. Cela entraîne la mise en place de zoos humains, d'expositions coloniales, pour montrer aux Français l'intérêt d'avoir un empire colonial et la nécessité de civiliser des populations jugées arriérées. Un terme de vocabulaire à connaître, celui de parti colonial. Alors, je mets volontairement ce terme entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas d'un parti politique, il n'y a pas d'organisation, mais c'est un groupe d'influence visant à promouvoir, à défendre le colonialisme, donc le fait de mener des conquêtes coloniales. Voilà, nous en avons terminé avec ce grand 1A, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous le dirai dans le mail, mais je vous le dis également dans la vidéo, j'organiserai une classe virtuelle lundi matin, je vous dirai dans le mail les heures et le lien, pour répondre à vos possibles questions sur le DM que vous avez à me rendre pour mercredi sur le texte d'Émile Zola, J'accuse. Donc vous n'hésitez pas, ce week-end vous essayez de vous avancer, de noter des questions sur la méthode, sur le texte, et vous vous connectez lundi si besoin pour me les poser. Je reste à votre disposition, bon courage à vous, bonne journée.